Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours l'anatomie du thorax. On commence tout d'abord par les objectifs. À la fin du cours, vous devez connaître la définition du thorax, la situation du thorax, vous devez connaître sa constitution et ses limites. Le plan est le suivant, on commence par des généralités, puis on passe à la constitution du thorax. De la profondeur à la superficie, on a un plan osseux ou squelettique, un plan musculaire et enfin un plan superficiel. Et on termine par les mouvements du thorax. Les généralités. Tout d'abord, la définition et la situation du thorax. Donc, le thorax est la région topographique qui occupe la partie supérieure du tronc. Le tronc est constitué par plusieurs régions. On a donc la tête, le cou, le thorax, l'abdomen et le pelvis ou le bassin. Comme vous voyez, le thorax occupe la partie supérieure du tronc, situé entre le cou et l'abdomen. Le thorax est situé entre le cou et l'abdomen. Voilà une vue radiologique du thorax. Les rôles du thorax. Donc, le thorax participe aux mouvements respiratoires, c'est-à-dire les mouvements inspirateurs et expirateurs. La respiration comporte deux temps. L'inspiration, donc en inspirant l'oxygène, et l'expiration, c'est l'évacuation du CO2. Le thorax, il a aussi un rôle de protection. Il entoure et protège les principaux organes des appareils respiratoires et circulatoires. Donc, il entoure et protège les organes de l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les poumons, la trachée thoracique et les bronches. Et l'appareil circulatoire, donc on a le cœur et les gros troncs artériels, l'aorte et l'artère pulmonaire. La constitution, voilà, ça c'est une coupe horizontale du thorax, une coupe horizontale et une coupe transversale du thorax. Le thorax est constitué par une cavité, comme vous voyez. Cette cavité est divisée en trois parties, deux parties latérales et une partie centrale entre les deux. Donc, deux cavités pleuropulmonaires latérales, on les appelle cavités pleuropulmonaires par rapport aux poumons et aux plèvres. Les plèvres, ce sont des séreuses qui entourent les poumons, formées par deux feuilles viscérales, entourant, tapissant les poumons en contact avec le poumon et feuillet pariétal en rapport avec la paroi thoracique. Cavité pleuropulmonaire par rapport aux poumons et aux plèvres. Et une cavité centrale au milieu entre les deux poumons, c'est le médiastin. Le médiastin, c'est une cavité située entre les deux poumons contenant le cœur, les vaisseaux, les nerfs et l'œsophage. L'œsophage, c'est un organe, un élément de l'appareil digestif. Ça, c'est pour la cavité. Cette cavité est entourée par une paroi. C'est la paroi thoracique. La paroi, bien évidemment, est constituée par un squelette et des muscles. Et bien sûr, un plan superficiel. La forme du thorax, comme vous voyez, est conique, à base inférieure et à sommet supérieur. Bien sûr, il existe des variations selon les individus. En général, la forme est conique avec une base inférieure et un sommet supérieur, mais il existe des variations.
les limites. On a en arrière, le thorax est limité en arrière par le rachis dorsal, les vertèbres dorsales ou les vertèbres thoraciques. Le rachis en général, est formé par des vertèbres cervicales, des vertèbres thoraciques, des vertèbres lombaires, le sacrum et le coccyx. Ce qui nous concerne pour le cours d'aujourd'hui, le thorax, c'est le rachis dorsal, c'est-à-dire les 12 vertèbres thoraciques ou dorsales. On peut dire vertèbres thoraciques ou vertèbres dorsales. Limite antérieure, c'est le sternum. Les limites latérales sont les côtes et bien sûr les cartilages costaux qui prolongent les côtes. Les orifices, le thorax présente 2 orifices, un orifice supérieur et un orifice inférieur. L'orifice supérieur, il est ouvert, se continue avec le cou. L'orifice inférieur, il est fermé en bas par le diaphragme qui le sépare de l'abdomen. Donc l'orifice inférieur du thorax est fermé en bas par le diaphragme. Le diaphragme est un muscle respiratoire plat qui sépare le thorax de l'abdomen. L'orifice supérieur est ouvert, il est en continuité avec le cou. La paroi thoracique comprend un squelette osseux, la constitution. Donc, un squelette osseux ou cage thoracique dont les éléments osseux sont reliés par des articulations, des muscles et un plan superficiel. On commence par le plan squelettique, les éléments osseux. Le squelette thoracique ou la cage thoracique est constituée par en arrière le rachis dorsal ou le rachis thoracique qui est formé par 12 vertèbres thoraciques de T1 à T12. Latéralement, les éléments osseux sont représentés par les côtes et les cartilages costaux. En avant, le sternum. On décrit chaque élément à part. On commence par le sternum. Le sternum est un os plat. C'est un os qui est plat, comme l'omoplate ou la scapula. Il est médian, de 15 à 20 cm de longueur et 5 à 6 cm de largeur. Il comprend 3 parties qui donnent insertion aux muscles du thorax. Les parties du sternum donnent insertion ou donnent attache aux muscles du thorax. Donc on a 3 parties. La partie supérieure, c'est le manubrium sternal. La partie moyenne, c'est le corps du sternum. Et la partie inférieure, c'est l'appendice xiphoïde. Le manubrium, il est large et épais. Le corps est allongé. Le processus xiphoïde, celui-là, ou appelé encore appendice xiphoïde, il est de petite taille. Entre le manubrium sternal et le corps se trouve un angle qu'on appelle l'angle de Lewis. L'angle de Lewis. Le sternum présente à décrire une face antérieure, une face postérieure en arrière. Donc, ça c'est une vue antérieure du sternum et ça c'est une vue latérale. Là, une face antérieure et une face postérieure en arrière. 2 bords latéraux. Chaque bord présente 7 incésures ou échancrures costales articulaires avec les cartilages costaux. Chaque bord latéral présente des incésures ou des échancrures articulaires, on les appelle incésures costales par rapport au cartilage costal. Le bord supérieur
il présente 3 incésures ou 3 échancrures, une centrale, une médiane, c'est l'incésure jugulaire, pardon, elle est appelée encore fourchette sternale. Et 2 incésures latérales, ce sont les incésures claviculaires. Elles répondent à la clavicule. Le processus xiphoïde, il est appelé encore appendice xiphoïde. Intérêt clinique pour le sternum ou intérêt pratique. Donc, au niveau du sternum, on peut pratiquer la ponction sternale. La ponction sternale, c'est quoi? C'est un geste médical qui consiste à prélever la moelle osseuse au niveau du sternum. La ponction sternale, c'est un geste clinique qui consiste à introduire une aiguille rigide pour prélever la moelle osseuse au niveau du sternum. La ponction, elle permet de réaliser les différentes analyses sur la moelle épinière afin d'étudier les 3 lignées sanguines ou les 3 lignées des cellules sanguines qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc, c'est un geste qui se pratique au niveau du sternum parce que le sternum, c'est un os qui est superficiel et accessible. On passe au rachis dorsal, aux vertèbres dorsales, donc formé par 12 vertèbres articulaires avec les côtes. Le rachis dorsal, voilà, vous voyez ici tout le rachis, toute la colonne vertébrale. Le rachis dorsal, c'est juste ça. Donc, il présente une courbure qui est concave en avant. Le rachis dorsal, il n'est pas droit. Il présente une courbure. Il est incurvé, une courbure qui est concave en avant ou on peut dire convexe en arrière. On l'appelle la syphose thoracique. C'est une syphose, c'est une courbure qui est physiologique. Elle est normale. À l'état pathologique, cette courbure elle est plus accentuée et donne une syphose pathologique anormale. Chaque vertèbre présente trois parties fondamentales. Quelle que soit la vertèbre, ici on étudie la vertèbre thoracique, mais quelle que soit la vertèbre, les constituants sont les mêmes. Chaque vertèbre présente 3 parties principales ou 3 parties fondamentales. Le corps vertébral en avant, numéro 1, l'arc vertébral en arrière, tout ça c'est l'arc vertébral, ça et ça. Et le foramen ou le trou vertébral. Donc la vertèbre thoracique présente à décrire le corps vertébral, l'arc vertébral et le foramen vertébral. On va détailler chaque partie à part. Je commence par le corps vertébral. Voilà le corps vertébral de la vertèbre dorsale qui occupe l'avant de la vertèbre. Il est situé en avant. Voilà les corps vertébraux des vertèbres thoraciques. Le corps en avant, le trou au milieu et l'arc en arrière. Ça, c'est une vue supérieure d'une vertèbre thoracique. Et ça, c'est une vue latérale d'un rachis dorsal et une vue latérale d'une vertèbre thoracique. Le corps vertébral présente 2 faces, supérieure et inférieure. Vous voyez ici sur la vue supérieure de la vertèbre, la face supérieure du corps. Elles sont articulaires, répondant au disque vertébral ou disque intervertébral. Donc les 2 faces supérieure et inférieure du corps vertébral répondent au disque intervertébral. Le disque intervertébral est une lentille fibrocartilagineuse biconvexe qui se trouve entre les corps vertébraux. On a encore
un pourtour, le voilà. Bien sûr, sur la face supérieure et sur la face inférieure. Donc, on a un pourtour qui présente à sa partie postérieure deux fossettes articulaires. Deux supérieures et deux inférieures, en bas. Elles sont articulaires avec la côte, exactement avec la tête costale, avec la tête de la côte. Voilà pour le corps vertébral. Il présente deux faces articulaires supérieures et inférieures répondant au disque vertébral et un pourtour. Le pourtour présente en arrière, le pourtour présente en arrière deux facettes ou deux fossettes articulaires, deux supérieures et deux inférieures, répondant à la tête costale ou articulaire avec la tête costale. Le foramen ou le trou vertébral, il est circonscrit ou il est limité par le corps et par l'arc vertébral. Regardez, le foramen ou le trou vertébral, il est limité par le corps vertébral et par l'arc vertébral. Voilà ses limites. Il comprend la moelle épinière ou la corde spinale, les méninges, c'est des enveloppes qui entourent la moelle épinière, et les racines des nerfs spinaux ou les nerfs rachidiens. Donc la superposition des trous vertébraux donne un canal dans lequel passe la moelle épinière. Cette moelle, comme j'ai dit, elle est entourée par les méninges. Et on trouve aussi dans ce foramen, les racines des nerfs spinaux ou les nerfs rachidiens. C'est les nerfs qui se détachent de la moelle épinière. On passe à l'arc vertébral. Tout ça, c'est l'arc vertébral. Il présente à décrire deux pédicules, numéro 3 sur le schéma. Les voilà. Sur la vue latérale du rachis, les pédicules sont courts. Les pédicules des vertèbres sus et sous-jacentes sont échancrés. Regardez, les pédicules sont échancrés. Ils délimitent entre eux des foramen intervertébraux. Ce sont les trous de conjugaison d'où sortent les nerfs rachidiens. Donc les pédicules, ils sont accolés à la face postérieure du corps. Ils sont échancrés en haut et en bas. Regardez, ils sont échancrés en haut et en bas. Ils délimitent avec les vertèbres, les pédicules de chaque vertèbre, délimitent donc avec les vertèbres sus et sous-jacentes des trous, comme vous voyez, on les appelle les foramen intervertébraux ou trous de conjugaison. Voilà le trou de conjugaison par lequel sort le nerf rachidien ou le nerf spinal. Regardez, la moelle épinière se trouve dans le foramen vertébral et les nerfs rachidiens ou les nerfs spinaux sortent de la moelle épinière ou se détachent de la moelle épinière et sortent à travers le trou de conjugaison ou le foramen intervertébral. On a aussi deux lames, numéro 5 sur le schéma. Un processus épineux en arrière, c'est un processus qui est impair. Le processus épineux, c'est ce qu'on palpe au niveau du dos. Ce que on palpe en arrière, c'est les processus épineux des vertèbres dorsales. Toujours l'arc vertébral, on a aussi deux processus transverses, numéro 6 sur le schéma, deux processus transverses. C'est des processus
qui se trouve de part et d'autre avec une fossette articulaire, c'est la fossette costale. Voilà, numéro 8, articulaire avec la tuberosité costale. Les apophyses transverses s'articulent avec la côte exactement au niveau de la tuberosité costale, au niveau de ces fossettes, les fossettes costales. On les appelle fossettes costales par rapport aux côtes. Donc chaque apophyse transverse présente une surface articulaire avec la côte, exactement avec la tuberosité costale, c'est la fossette costale. On a aussi 4 processus ou apophyses articulaires, numéro 7 sur le schéma. 4 processus articulaires, 2 supérieurs, on les voit comme c'est une vue supérieure, et 2 inférieurs en bas, articulaires avec celles de leur homologue adjacente, c'est-à-dire articulaires avec les processus articulaires des vertèbres sus qui sont en haut et sous qui sont en bas. Sus adjacente et sous adjacente. On passe aux côtes. Les côtes, comme vous voyez, c'est des os plats, paires et allongées. Elles sont incurvées. Regardez, les côtes sont incurvées. Décrivent un arc. Elles se prolongent chacune par un cartilage costal. Elles se prolongent chacune en avant par un cartilage costal. En arrière, elles s'articulent avec le rachis dorsal. En avant, elles se prolongent par un cartilage costal qui s'articule lui-même avec le sternum. Elles sont au nombre de 12 paires, classées en 3 types. On a 12 paires de côtes classées en 3 types. Les vraies côtes de 1 jusqu'au 7. Les 7 premières côtes, ce sont des vraies côtes. Chacune se continue par un cartilage costal, comme vous voyez, qui s'articule lui-même avec le sternum. On a, deuxième catégorie, les fausses côtes du 8e au 10e, c'est-à-dire 8, 9 et 10. Elles ont une particularité, donc chacune se continue par un cartilage, puis les 3 cartilages vont se réunir en un seul cartilage. Et les 2 dernières, c'est 11 et 12, ce sont les côtes flottantes. Comme le nom indique, c'est des côtes qui flottent. Elles ne se prolongent pas par un cartilage costal et ne sont pas articulaires au sternum, c'est-à-dire elles ne sont pas reliées au sternum, c'est des côtes qui flottent. Je récapitule, on a donc 12 paires de côtes. Les 7 premières, ce sont des vraies côtes. 8, 9, 10, ce sont des côtes, les fausses côtes. Et la 11e et la 12e côte, ce sont des côtes flottantes. Les caractères généraux des côtes. Donc, chaque côte présente à décrire d'arrière en avant, une extrémité postérieure, un corps et une extrémité antérieure en avant. On voit ici le rachis dorsal avec les côtes. Bien sûr, en arrière, ça c'est l'extrémité postérieure de la côte. L'extrémité postérieure présente une tête, un col et un tubercule, le tubercule costal. La tête, la voilà, présente 2 surfaces articulaires avec 2 corps vertébraux voisins. La tête présente 2 surfaces articulaires avec 2 corps vertébraux voisins. Je vous explique, par exemple, ça c'est la côte 4.
Voilà sa tête. Elle présente deux surfaces articulaires avec deux corps vertébraux voisins, c'est-à-dire avec le T3, avec le corps de la troisième vertèbre thoracique et le corps de la quatrième vertèbre thoracique. Logiquement, la vertèbre 4, elle s'articule avec le T4 ou D4, mais elle s'articule aussi avec T3, avec la vertèbre, le corps de la vertèbre qui est au-dessus. Voilà, deux facettes articulaires avec T3 et T4. Par exemple, on considère que ça, c'est la côte numéro 4. La tête, elle présente deux facettes articulaires avec deux corps voisins. Excepté, bien évidemment, les côtes 1, 11 et 12. Donc, la première côte, elle s'articule juste avec T1. Elle présente juste une seule surface articulaire avec la première vertèbre thoracique. Le col, toujours l'extrémité postérieure, tête, col et une tubérosité costale appelée encore tubercule articulaire ou tubercule costal. Ce tubercule présente une surface articulaire, une facette articulaire avec le processus transverse de la vertèbre. Donc la côte s'articule avec la vertèbre au niveau des corps vertébraux, au niveau des facettes articulaires qui se trouvent au niveau du pourtour du corps vertébral et avec le processus transverse par la facette de la tubérosité costale, celle-là. Le corps, donc voilà l'extrémité postérieure avec la tête, le tubercule costal et le col entre les deux. Le corps saillant, il décrit l'angle costal. Le corps, il décrit l'angle costal. Il est saillant sur sa face externe, présente deux faces, face externe et une face interne en dedans. La face externe, elle n'est pas lisse, elle est saillante. Elle donne insertion aux muscles intercostaux. C'est des muscles qu'on va détailler après. C'est des muscles qui comblent les espaces entre les côtes. Les espaces intercostaux, on les appelle les muscles intercostaux. L'extrémité antérieure, c'est celle-là. Elle se prolonge par le cartilage costal en avant. Ça, c'est pour les caractères généraux des côtes. Il existe bien évidemment des variétés, des variations, des caractères spéciaux. Pour la première côte, par exemple, regardez la première côte, la voilà, c'est la côte la plus courte et la plus large et aussi la plus incurvée. La première côte, elle est plus courte, plus large que les autres et la plus incurvée. Elle présente, donc sa tête, elle présente juste une surface articulaire pour la vertèbre T1. Sa tête, elle présente une seule surface articulaire avec la vertèbre T1, parce que la vertèbre qui est en haut, c'est une vertèbre cervicale, C7. Donc, elle s'articule juste avec la vertèbre T1, c'est pour ça qu'elle a une seule surface articulaire. Le corps, il est aplati avec deux faces, supérieure et inférieure. Donc, le corps de la première côte est aplati, présentant deux faces supérieures et inférieures et deux bords, médial et latéral. Sa face supérieure présente en avant un tubercule, le voilà, c'est le tubercule de muscle scalène antérieur. Ce tubercule sépare le sillon de la veine subclavière du sillon de la veine de l'artère subclavière. Au niveau de l'extrémité antérieure, sa face supérieure présente ce tubercule. Ce tubercule sépare deux sillons ou deux gouttières
dans lesquels passe en avant la veine subclavière et en arrière l'artère subclavière. La deuxième côte, elle est 2 fois plus longue que la première. Elle présente la tuberosité du muscle dentelé ou du muscle grand dentelé. Les côtes 11 et 12, elles n'ont pas de tuberosité costale. Elles ne présentent pas de tuberosité costale. Elles sont articulaires avec la vertèbre du même ordre. Déjà, la tête, elle présente juste une surface articulaire, comme la première côte. Elles sont articulaires, la côte 11 s'articule avec T11 et la côte 12 s'articule avec la vertèbre T12. On passe aux articulations. On a dit que ces éléments osseux sont articulaires entre eux par des articulations. Premièrement, les articulations du rachis dorsal. On a des articulations entre les corps vertébraux par l'intermédiaire des disques intervertébraux et les ligaments vertébraux communs. On a des ligaments en avant et des ligaments en arrière qui relient les corps vertébraux. Donc voilà le premier type d'articulation. Ce sont des amphiarthroses, des articulations peu mobiles. L'articulation se fait par l'intermédiaire des disques intervertébraux. Les disques, j'ai dit, ce sont des lentilles fibro-cartilagineuses qui se trouvent entre les corps vertébraux. Deuxième type d'articulation, c'est entre les arcs postérieurs des vertèbres, exactement par les processus aux apophyses articulaires. Donc, on a 2 supérieurs et 2 inférieurs. Les vertèbres s'articulent entre elles par les corps, c'est les articulations intercorporeales, et par les arcs, c'est les articulations entre les processus articulaires. Ce sont des arthrodies. Regardez, les surfaces articulaires sont planes. Ce sont des articulations synoviales de variété arthrodie. Voilà le disque vertébral entre les corps. Ici, on a un intérêt pratique ou intérêt clinique. On a dit que les corps vertébraux sont articulaires entre eux par l'intermédiaire des disques. On peut avoir ce qu'on appelle l'hernie discale. L'hernie discale. Tout d'abord, on appelle hernie tout déplacement d'un organe, hors de sa cavité naturelle. L'hernie en général, c'est quoi? C'est le déplacement d'un organe hors de sa situation normale, hors de sa cavité naturelle. Le disque, normalement vertébral, il se trouve entre les vertèbres. Il peut se déplacer en arrière. Après un traumatisme, par exemple, il peut se déplacer en arrière. Effet hernie. Il se déplace en arrière, donc il se déplace hors de sa cavité naturelle ou hors de sa situation normale. Donc le disque peut se déplacer hors des limites de sa situation normale, comme ici par exemple, et entraîne ce qu'on appelle une hernie discale. L'hernie discale, c'est une maladie des disques vertébraux qui se manifeste par des douleurs, par des lombalgies ou une sciatique, des sciatalgies. Je vous explique. Regardez le disque lorsqu'il se déplace en arrière, il comprime la moelle épinière et les racines des nerfs rachidiens. Voilà, ça c'est un disque normal. Il est loin des racines. Lorsqu'il fait hernie, lorsqu'il se déplace, il comprime la moelle épinière et les racines des nerfs rachidiens. Donc, les manifestations cliniques dépendent du niveau de l'hernie. Généralement, l'hernie discale, elle affecte le bas du dos et donne une sciatique parce qu'elle comprime. Le disque, il comprime les racines antérieures du nerf sciatique. Les douleurs
où les cétagées correspondent à la compression des racines reliées à la moelle épinière, les racines bien sûr des nerfs rachidiens. Elle peut entraîner donc des douleurs au niveau du dos, s'étendant dans la jambe, du dos, la cuisse et la jambe. Donc le trajet du nerf sciatique, le bas du dos, et s'étend jusqu'à la jambe. Voilà une vue radiologique ici, une vue sur IRM. Voilà, le disque en place, et ça, c'est un disque qui fait hernie. Il comprime la moelle épinière et les racines des nerfs rachidiens. On a vu les articulations du thorax, maintenant les articulations des côtes. On a les articulations costo-vertébrales, les côtes avec les vertèbres. On a costo-corporeales, les côtes, les têtes costales avec les corps vertébraux, les facettes articulaires des corps vertébraux, et costo-transversaires, les articulations des tuberosités costales avec les apophyses transverses, les facettes articulaires des apophyses transverses. On a aussi des articulations costo-chondrales, c'est-à-dire des côtes avec des cartilages costaux. Et les articulations interchondrales, les articulations entre les cartilages costaux. Les cartilages costaux entre eux concernant les côtes inférieures. Voilà l'articulation costo-vertébrale, voilà la côte, son extrémité postérieure. Regardez la tête avec le corps costo-corporeal et la tuberosité costale avec le processus transverse, costo-transversaire. Articulation costo-chondrale, les côtes avec le cartilage costal. On passe aux articulations du sternum. On a les articulations chondrosternales, c'est-à-dire les articulations des cartilages costaux avec les sternums au niveau des incisures costales qui se trouvent sur les bords latéraux du sternum, et articulation sterno-costo-claviculaire. Articulation sterno-costo-claviculaire, c'est l'articulation qu'on a fait l'année passée parmi les articulations de l'épaule, les articulations de l'épaule, oui. C'est une articulation en selle qui relie le sternum avec la clavicule, l'extrémité sternale de la clavicule et le premier cartilage costal. C'est une articulation en selle synoviale de variété en selle. Et voilà les articulations chondrosternales. Et voilà le cartilage costal avec le sternum. On passe au plan musculaire. On a vu le plan squelettique formé par les vertèbres thoraciques, le sternum et les côtes. Maintenant, ce plan osseux est revêtu et tapissé par un plan musculaire. Les muscles du thorax proprement dit sont essentiellement ceux de la respiration. Donc, ils interviennent dans la respiration. Ils sont associés du point de vue fonctionnel aux muscles du tronc et participent aussi à d'autres fonctions, la stabilité et la mobilité de l'axe. Parmi ces muscles, on verra les muscles les plus directement impliqués dans la respiration. Donc, on a tout d'abord les muscles intercostaux. Voilà, on a deux côtes. Entre les deux côtes, on a un espace. Nous avons un espace, c'est l'espace intercostal. Cet espace est comblé par des muscles qu'on appelle les muscles intercostaux. Intercostaux, c'est-à-dire entre les côtes. On a trois types de muscles, intimes, internes et externes. Donc, de la profondeur à la superficie, on a des muscles intercostaux intimes, internes et externes. Voilà, ça c'est le muscle intercostal interne, le muscle intercostal externe et
le plus profond, on ne le voit pas sur ce schéma, c'est le muscle intercostal intime. Les deux premiers, l'intime et l'interne, ce sont des muscles expirateurs, c'est des muscles qui abaissent les côtes. Le muscle intercostal externe, c'est un muscle inspirateur accessoire, c'est un muscle qui, lorsqu'il se contracte, il élève les côtes et participe à l'inspiration. On a aussi les muscles élevateurs des côtes. Comme son nom indique, il élève les côtes et donc ce sont des muscles inspirateurs. On les appelle les muscles surcostaux. Les muscles surcostaux, sans rentrer dans les détails, c'est des muscles qui relient les apophyses transverses avec la côte qui est au-dessous. Lorsqu'il se contracte ce muscle, le muscle surcostal ou les muscles surcostaux, lorsqu'ils se contractent, ils tirent la côte en haut et donc participent à l'inspiration. On a aussi les muscles subcostaux, les voilà, les muscles subcostaux ou sous-costaux. Ils relient deux côtes voisines. Lorsqu'ils se contractent, ils abaissent les côtes ou tirent les côtes en bas. C'est des muscles expirateurs. On a aussi le muscle transverse du thorax, c'est un muscle qu'on trouve en arrière, à la face postérieure du sternum. Il est appelé encore le muscle triangulaire du sternum, situé à la face dorsale ou la face postérieure du corps du sternum et du processus xiphoïde. Ce muscle abaisse les côtes, donc c'est un expirateur. On a aussi les muscles de la paroi antérolatérale. La paroi antérolatérale. On a le muscle grand pectoral, le voilà, dans un plan superficiel. Dans un plan profond, on a le muscle petit pectoral et le subclavier. C'est les muscles du groupe antérieur de l'épaule. On a aussi le muscle grand dentelé, le voilà, c'est le groupe interne des muscles de l'épaule. Ce sont des muscles inspirateurs. Ces muscles, le subclavier, le petit pectoral, le grand pectoral et le grand dentelé, ce sont des muscles inspirateurs. C'est des muscles qui élèvent les côtes. Les muscles de la paroi postérolatérale, on a des muscles spinaux, les muscles petits dentelés postérieurs, le muscle angulaire de l'omoplate, le muscle rhomboïde et le muscle grand dorsal. On a aussi le muscle trapèze. Ce sont des muscles respiratoires accessoires. C'est-à-dire la fonction principale n'est pas la respiration. Voilà, le muscle angulaire de l'omoplate, le muscle rhomboïde, le muscle petit dentelé postérieur, le muscle trapèze et le muscle grand dorsal. Et en profondeur, on a les muscles spinaux. C'est des muscles de la paroi postérolatérale impliqués dans la respiration. L'espace intercostal, c'est un espace qui est limité par deux côtes, sus et sous-jacentes, par le sternum en avant et la vertèbre dorsale en arrière. Donc l'espace intercostal, c'est un espace qui se trouve entre deux côtes. Ses limites sont en haut et en bas les côtes, deux côtes sus et sous-jacentes, deux côtes voisines, et en avant le sternum et en arrière la vertèbre dorsale. Il est comblé par les muscles intercostaux. Cet espace intercostal, il est rempli, il est comblé par les muscles intercostaux intimes, internes et externes. Cet espace est traversé par un paquet vasculo-nerveux intercostal formé par la veine, paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire vaisseau et nerf. Vaisseau veut dire artère et veine.
Donc, veine intercostale, artère intercostale et nerf intercostal. Ce paquet chemine le long du bord inférieur de la côte. Chaque côte, son bord inférieur, est accompagné par le paquet vasculo-nerveux intercostal, veine, artère et nerf intercostal. Un intérêt clinique ici, on a la ponction pleurale. La ponction pleurale, comme la ponction sternale, c'est un geste clinique ou un acte médical qui consiste à évacuer, qui consiste à introduire une aiguille, comme vous voyez, au niveau des poumons, dans l'espace pleural ou dans la cavité pleurale, et à y prélever un échantillon du liquide. Je vous explique. Les poumons sont entourés par ce qu'on appelle les plèvres. Les plèvres, c'est des séreuses formées de deux feuilles, viscérales et pariétales, qui entourent les poumons. Le feuillet viscéral, il est directement accolé au poumon, viscéral par rapport au poumon. Le feuillet pariétal, il est accolé à la paroi thoracique. Entre ces deux feuillets, on a un espace qu'on appelle la cavité pleurale ou l'espace pleural. C'est un espace qui est virtuel à l'état normal. À l'état pathologique, cet espace peut être rempli par un liquide suite à des pathologies, par exemple à une inflammation, à une infection, à un cancer, ainsi de suite. Donc cet espace peut être rempli par un liquide et dans ce qu'on appelle un épanchement liquidien. Pour évacuer ce liquide, en pratique, on fait une ponction pleurale. La ponction, c'est un geste qui consiste à introduire une aiguille dans l'espace pleural et à prélever de cet espace un échantillon de liquide, soit pour une exploration, soit pour évacuer et soulager le malade. Donc, cette ponction doit se faire où exactement? Au niveau de la partie inférieure de l'espace intercostal, ou on dit au bord supérieur de la côte. Pourquoi? Parce que le bord inférieur de la côte est accompagné par le paquet vasculo-nerveux intercostal. C'est-à-dire pour ne pas léser le paquet vasculo-nerveux intercostal, on doit pratiquer la ponction pleurale au niveau du bord supérieur de la côte ou au niveau de la partie inférieure de l'espace intercostal. On termine par le plan superficiel. Le plan superficiel est représenté en avant par la peau, comme vous voyez, un tissu cellulaire sous-cutané. Dans ce tissu se développe la glande mammaire. C'est la glande qui sécrète le lait chez la femme. En arrière, la peau de la paroi postérieure du thorax, elle est épaisse par rapport à l'avant et elle est riche en glandes sébacées. Les glandes sébacées, ce sont des glandes exocrines qui sécrètent le sébum. C'est une substance huileuse, comme de l'huile. C'est pour ça la paroi postérieure du thorax est généralement huileuse. Les mouvements du thorax, donc on a deux types de mouvements. L'inspiration, au moment de l'inspiration, les côtes s'élèvent et le thorax s'élargit et augmente de diamètre. L'inspiration qui consiste à inspirer le maximum d'oxygène et remplir les poumons. Au moment de l'inspiration, les côtes s'élèvent et le thorax s'élargit. Regardez ici, on a les muscles intercostaux externes. Ce sont des muscles inspirateurs. Lorsqu'ils se contractent, ils élèvent les côtes et on a un élargissement de la cage thoracique. Le mouvement contraire, c'est l'expiration, avec bien évidemment abaissement des côtes et resserrement du thorax pour expirer le CO2. On a un abaissement du thorax
et abaissement des côtes, pardon, et resserrement, diminution des diamètres du thorax. Regardez ici, les muscles intercostaux externes, ce sont des muscles inspirateurs. Ils sont relâchés au moment de l'expiration et c'est les muscles intercostaux internes et intimes qui sont contractés. Ce sont des muscles expirateurs. Voilà pour les deux mouvements du thorax, l'inspiration, l'élévation des côtes et élargissement du thorax, et le mouvement contraire, l'expiration avec abaissement des côtes et resserrement et diminution du diamètre du thorax. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie.